c'est un pays de liberté, parce que c'est un pays d'opportunité, et c'est un pays où on peut vraiment créer quelque chose, se développer euh, selon ce qu'on a envie de faire. Bienvenue sur Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co. Ça s'écrit ICHBIAH.co. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Éric Pouilly. Éric, bonjour. Bonjour Romain. Éric, je suis ravi de t'avoir dans l'émission. Alors, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Oui, bien sûr. Donc, Éric Pouilly, je suis investisseur en private equity ou investissement en capital, risque et développement, comme on dit en France. Je suis basé à Chicago où je gère un fonds d'investissement, ou plusieurs fonds d'investissement d'ailleurs, qui investissent dans des fonds, dans des sociétés pardon, américaines, des PME principalement. Et je fais cela depuis 12 ans ici. Avant ça, j'ai fait 20 ans d'investissement en France, toujours dans des PME françaises cette fois-ci, et toujours en investissement fonds propres, capital risque, capital développement. Parfait. J'imagine que ces mots de capital développement, de capital risque, on les définira un peu plus tard dans notre conversation pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ces termes. Peut-être avant d'en arriver là, comme tu le sais, donc l'idée de ce podcast, c'est heu, de s'adresser aux futurs expatriés, français, qui vont vers les États-Unis ou aux futurs entrepreneurs, hein. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a mené toi à arriver aux États-Unis? Oui, alors ça peut être une longue histoire qui remonte à très longtemps, et en fait, c'est une question que j'ai fréquemment, qui m'est posée fréquemment par les Américains, en fait. Donc, j'ai une réponse, un peu sous forme de plaisanterie, mais en fait, quand j'étais tout petit, ma mère travaillait et je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère qui me gardait, et ma grand-mère répétait pratiquement tous les jours, on va dire, que les Américains avaient sauvé la France, puisqu'elle avait vécu la guerre, bien sûr. Et donc, je dis souvent, en fait, il y a quelque chose qui a dû s'ancrer derrière dans ma Elle t'a lavé le conscience, cerveau? dans le cerveau, qui me fait dire, bah, les Américains ont sauvé la France, et donc c'est un beau pays, etc. Donc ça, c'est l'histoire. En fait, au-delà de ça, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger quand j'étais en France. Donc moi, j'ai grandi en France, j'ai fait toutes mes études en France. Et quand j'ai fait mon école de commerce, et j'avais un professeur qui était à la fois professeur dans mon école, qui était l'ESSEC, et aussi au MIT. Et j'avais une bonne relation avec lui. Et lui m'a toujours dit, Eric, il faut aller travailler aux États-Unis parce que vous apprendrez des choses totalement différentes, et donc essayez de vous trouver un job aux États-Unis. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai démarré ma carrière en fait aux États-Unis, à Chicago, pour une banque française, parce que c'était le moyen que j'avais trouvé pour arriver ici, en l'occurrence le Crédit Lyonnais. Et donc je suis venu, premier job, en sortant de l'école, travailler pendant un an au départ. J'avais un contrat d'un an que j'ai renouvelé pour rester 2 ans, parce que bah, j'adorais la vie de Chicago, la vie aux États-Unis. Donc ça s'est bien passé. Alors après, j'ai eu des problèmes comme beaucoup de Français de visa, donc il a fallu que je rentre en France.
et entre-temps, dans les 2 ans que j'ai passé ici, j'ai rencontré mon épouse, ma future épouse à l'époque, qui est américaine. Donc on a décidé de se marier, de vivre en France pour qu'elle puisse découvrir la France. Et puis on a vécu donc une quinzaine d'années en France. Et donc il y a 12 ans, on a décidé de revenir aux États-Unis pour des raisons familiales, pour que nos enfants aient les deux cultures. Donc voilà un petit peu l'histoire, on va dire personnelle. Au-delà de ça, quand on a décidé de revenir ici, j'étais à l'époque à Lyon et je gérais un fonds d'investissement qui était quasiment terminé. Donc en fait, j'ai proposé à l'ensemble des actionnaires, plus d'autres personnes du fonds, de monter un fonds d'investissement américain pour investir dans des PME américaines. Super. Alors, donc comme tu le disais Eric, tu fais du capital, développement, du capital investissement, tu gères, des fonds au pluriel. Alors pour, les gens, les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que gérer un fonds, que le capital développement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais, plus précisément et peut-être prendre des cas d'entreprises avec lesquelles tu travailles? Oui, alors brièvement, il y a 2 cas, on va dire, possibles. C'est le premier cas, c'est en fait, on réunit un tour de table de personnes qui vont mettre de l'argent, donc dans une société, qu'on appelle un fonds, société d'investissement, et cet argent-là va aller s'investir, dans les sociétés opérationnelles, que ce soit des sociétés de production, des sociétés de services, des sociétés de distribution, pour le développement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le capital développement. Donc ce sont souvent des sociétés qui ont besoin d'argent pour investir, qui ne trouvent pas ou ont besoin de trouver autre chose que des relais bancaires. Et donc, ils cherchent des actionnaires qui vont investir de l'argent dans la société, devenir actionnaires, donc avoir une part de la société. Un peu comme les gens connaissent plus l'aspect boursier, c'est comme si on achetait une action en bourse, sauf que là, c'est une société privée et l'argent, dans le cadre du capital développement, va dans la société et sert à faire des investissements. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, on a ce qu'on appelle le private equity, capital risque. C'est un petit peu plus euh, large en termes d'investissement, c'est-à-dire que là, on peut racheter des sociétés. Donc, l'argent ne va pas dans la société pour faire des investissements, mais elle va aux anciens actionnaires qui sont les propriétaires de la société au moment où on rachète et qui décident de vendre. Et donc, nous, on se substitue à eux en leur rachetant leurs actions pour devenir actionnaires et développer la société encore derrière. Donc, il y a un peu les deux cas. Ce que nous, on fait avec nos fonds ici, c'est principalement des rachats de sociétés. Donc, ce sont des PME qui sont détenues souvent par des familles qui ou des dirigeants qui ont créé ou qui ont racheté il y a longtemps et qui passent à un âge où bah, il faut commencer à penser à l'avenir. Et donc, en fait, ils souhaitent céder la société, donc nous contactent et on rachète éventuellement la société. Donc ça, c'est principalement les deux aspects de mon métier. C'est soit du capital pour développer la société, soit du capital pour racheter la société. Mais dans les deux cas, à la fin, notre position, c'est une position d'actionnaire. Donc on ne fait pas de gestion au jour le jour derrière. En général, on embauche un manager s'il n'y en a pas un dans la société qui, lui, va travailler au jour le jour. Ce que l'on fait, nous, c'est une gestion dite actionnariale, c'est-à-dire euh, définition de la stratégie, acquisition d'autres sociétés éventuellement pour faire des compléments et développer la société. Le groupe d'investisseurs que j'ai dans mon fonds sont essentiellement, ce sont que des personnes physiques. Donc, je n'ai pas d'investisseurs dits institutionnels, c'est-à-dire de banques ou de fonds de pension. Je n'ai que des personnes physiques qui ont eux-mêmes leur propre société ou avaient leur propre société. Donc, nous, notre philosophie, c'est surtout d'investir dans des sociétés dans lesquelles on pense
pouvoir faire grandir cette société-là, euh, soit en croissance en interne, donc en investissant, en développant d'autres marchés, soit en achetant et en acquérant d'autres sociétés qu'on va intégrer avec cette société-là. Donc notre vision, c'est surtout du développement de la société. Comme je dis souvent, c'est par exemple, on rachète une société qui fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est de faire 30, 40, 50 millions de chiffre d'affaires au bout de 4-5 ans. Vous investissez votre, capital uniquement ou est-ce que vous utilisez de la dette? On utilise de la dette, notamment dans les opérations de rachat. Donc, c'est ce qu'on appelle les LBO, Leverage Buyout. Donc, c'est rachat avec effet de levier en français. Donc, en fait, là, c'est une vision ou un montage, on va dire, un peu plus financier. Supposons qu'on ait à racheter une société 100, on essaye d'optimiser, entre guillemets, notre investissement en se disant, on va mettre 50 pour payer les 100. Il y a 50 qu'on va emprunter et avec les résultats de la société, on remboursera les 50. Ce qui veut dire que on améliore notre rendement en utilisant l'effet de levier, donc l'endettement bancaire. Alors ça marche pas à tous les coups, hein, mais l'idée c'est surtout l'effet de levier en fait ou l'endettement bancaire, c'est surtout améliorer le rendement. Mais dans la décision initiale de l'investissement, c'est surtout est-ce qu'on a envie de faire ce métier-là? Est-ce qu'on pense être capable de développer cette société-là? Et puis ensuite, on a la deuxième étape qui est de dire comment on améliore notre rendement. Tout le monde peut comprendre que si on investit 50 et que on arrive à rembourser les autres 50, même si la société, à la limite, ne s'est pas développée, on aura doublé notre mise au bout de 4-5 ans en ayant remboursé les 50. D'accord, et donc j'imagine que l'un des critères d'analyse, d'une société dans laquelle vous pourrez investir est, de s'assurer qu'à minima, elle sort un résultat de manière, relativement récurrente, afin de vous assurer que cette fameuse dette puisse être remboursée. Exactement, ouais. C'est très très important parce que quand qui dit dette dit forcément engagement vis-à-vis d'un établissement bancaire. Ce qui peut arriver, et ça c'est entre guillemets ce que souvent les gens ne voient pas trop dans notre métier, mais parce qu'on parle souvent que des succès, mais on peut aussi avoir des échecs. Et une des causes des échecs, ça peut être éventuellement que la société n'ait pas une rentabilité suffisante pour payer la dette ou le remboursement de la dette. Et donc, on se retrouve éventuellement coincé. Alors là, aspect américain très fort. Autant en France, les banques, quand on a des difficultés à rembourser, ne sont essayent de trouver une solution jusqu'au bout parce que n'ont aucune envie de se retrouver avec la société sur les bras. Euh, la mentalité des banques américaines est totalement différente. C'est-à-dire que ici, si vous ne remboursez pas, la banque n'a aucun souci à saisir les actifs, donc saisir la société. Donc vous perdez tout et la banque va se débrouiller, elle, soit à essayer de trouver un moyen de redresser la société en embauchant des gens, des consultants, des choses comme ça, des gens comme ça, pardon, soit en revendant tout de suite les actifs derrière, mais les actifs, elle les a saisis d'abord, donc tout l'argent qu'elle va pouvoir récupérer en vendant la société ou les actifs de la société va aller chez elle. Donc ça, c'est un aspect dont on parle peu dans la presse parce que personne n'aime parler des échecs, mais c'est aussi la partie de notre métier qui est contrepartie, entre guillemets, des succès importants qu'on voit dans la presse en termes de valorisation, de multiples, de gains, etc. Oui, et puis j'imagine que c'est souvent dans des cas, pas exclusivement, mais aussi où, la part de la dette, justement est trop élevée. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi parce que, comme toute société, bah, on peut avoir des moments moins bons que ce qui était prévu. Et comme la dette avait été prévue par rapport à, on va dire, une situation au moment où on rachète, cette situation s'est dégradée et l'endettement devient remboursable, entre guillemets. C'est-à-dire que on se retrouve avec une société, disons par exemple, qui gagnait 2 millions de dollars par an
Et puis, pour diverses raisons, marché, crise, mauvais management, le 2 devient 1. Si la dette était basée sur un rendement, sur une rentabilité de 2, forcément, on a un problème. Alors si tu me le permets, je vais essayer de simplifier pour nos auditeurs. Moi, j'ai toujours dans l'image qu'une bonne analogie, ou une analogie possible plutôt, est celle d'un achat immobilier, un investissement locatif. Et donc la première question que je vais me poser, c'est est-ce que, en supposant que je prenne de la dette, hein, donc la première question que je vais me poser, c'est: est-ce que les loyers, peuvent rembourser mon crédit? Donc je vais vérifier l'historique, du taux de location, je vais vérifier que je suis dans un bon quartier ou un bon emplacement, c'est le premier point. Et secondo, je vais me dire: «Et est-ce que j'ai un potentiel de plus-value? Et si je refais la cuisine et je mets un coup de peinture, et cetera, je fais quelques travaux, peut-être que je peux rendre la mariée un peu plus belle». Et donc au-delà de la partie pure, remboursement, de mon crédit pour acheter, ce bien, je peux aussi en augmenter la valeur en investissant un petit peu dedans. Alors, j'avoue que c'est simplifié, mais est-ce que c'est une analogie, acceptable pour, le métier d'un investisseur? Évidemment, sachant qu'on parle non pas d'appartement, mais d'entreprise. Oui, c'est totalement ça, avec une différence, c'est que un appartement, on va dire, c'est fixe. Il y a la taille qu'on peut relativement peu changer. On peut changer effectivement les peintures comme tu le dis, mais c'est difficile de changer quelque chose. Une société, c'est un élément complètement vivant qu'on peut faire grossir, changer de direction. euh, on peut faire plein de choses. Donc une société est beaucoup plus malléable qu'un appartement. C'est la seule différence. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les investissements en fonds propres ou en capital que l'on fait ont des rendements bien meilleurs en général que leur rendement immobilier, parce que leur rendement immobilier est relativement fixe parce qu'on ne peut pas beaucoup changer des choses à l'intérieur. Alors qu'avec une société, euh, pour, pour te donner un exemple, hier je lisais, il y a une fameuse société qui s'appelle Yeti qui fait des espèces de gobelets pour boire à l'extérieur. Faisait 40 millions il y a 5 ans de dollars de chiffre d'affaires, on en fait 900 millions aujourd'hui. Donc ça, c'est la différence, par exemple, avec l'immobilier. L'immobilier, on a un appartement à Paris avec de 50 mètres carrés, ben les 50 mètres carrés, ça va être difficile de les changer. Ou faut aller acheter, faut frapper à la porte des voisins et et Ouais, faut et aller étendre chez la les taille de voisins, l'appartement en casser les achetant, murs. Exactement. et faire un triplex. D'accord, non, mais c'est très clair. Merci beaucoup pour cette explication simplifiée de ton métier. Et donc, alors tu parlais du rôle d'un actionnaire. Donc aujourd'hui, tu as des fonds avec des PME. Est-ce que tu peux, donner quelques exemples, hein, sans être exhaustif, du type de PME dans lesquelles tu investis? Et puis nous décrire peut-être un peu plus, qu'est-ce que c'est le rôle de gestion ou d'actionnaire, dans ces PME? À aujourd'hui, j'ai à peu près une douzaine de sociétés dans ce qu'on appelle un portefeuille. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer, mais pour donner une idée, c'est un portefeuille très très divers. Donc, j'ai une société, par exemple, qui fait des portes pour les cheminées, donc des portes qu'on met devant sa cheminée pour éviter les projections, garder la chaleur à l'intérieur, enfin tout un tas, et puis pour le décor aussi. Donc ça, c'est un cas. J'ai une société qui fait des brosses industrielles qui servent pour nettoyer les cheminées, qui servent pour nettoyer tout un tas de machines, parce que c'est essentiellement vendu dans l'industrie, pour enlever les impuretés. J'ai une société qui fait des produits vétérinaires pour les élevages de porcs, c'est destiné aux porcelets pour éviter que les porcelets aient des maladies dans la période critique des 6 premiers mois. Donc voilà, c'est tout un tas de différentes sociétés très variées. Il n'y a pas de choix de structure industrielle ou de type de société industrielle spécifique sur un métier. Donc ça, c'est notre stratégie. Après, comment ça se passe
Donc, si on Et prend peut-être, le excuse-moi de t'interrompre, vu que tu as tant de variétés, comment vous choisissez, en fait? Comment on décide, on va rentrer dans le business des cheminées et des porcelets ou des produits pour les porcelets? donc là, je reviens à ce que j'ai dit antérieurement, c'est pour nous, c'est est-ce que on pense être capable de faire passer la société de 10 à 20, 30 ou 40, 50 millions de chiffre d'affaires? Donc, on se pose toujours la question, un, est-ce que le secteur effectivement est intéressant? Mais le secteur, donc à chaque fois, quand on rentre sur un nouveau secteur, ben, on fait une petite étude sectorielle. Bon, par exemple, est-ce qu'on a envie d'aller investir, je sais pas, Dans les dans panneaux solaires? les panneaux solaires? Ben, oui, peut-être, parce que le métier est bon. Après, il faut trouver la bonne société, parce qu'il y a une bonne croissance. Là, je travaille sur une société dans le transport, par exemple. Est-ce que j'ai envie d'investir dans le transport? C'est très difficile. C'est un secteur compliqué, donc pas forcément. Donc ça, c'est la première question. Mais cette question-là, elle est résolue relativement rapidement. Après, la vraie question, c'est, OK, est-ce que je peux, sur la société qui m'est proposée, passer de 10 à 30 ou 40? Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce que on voit des sociétés qui sont même plutôt belles, hein, mais qui plafonnent, où on se dit, on va jamais faire mieux que les autres. Donc il faut avoir un peu d'humilité aussi par rapport à ça, c'est de se dire, ben, le gars, il fait 25 millions de chiffre d'affaires depuis 5 ans. Il y a aussi une raison peut-être pour laquelle la société n'arrive pas à se développer. Donc on essaye de trouver à chaque fois une raison qui nous fait dire, OK, cette société fait 10, on sait qu'on peut la faire passer à 20, à 30 ou à 40. Elle fait 10 parce que le dirigeant n'a pas envie de prendre l'avion, n'a pas envie de se déplacer au-delà de l'Illinois ou du Wisconsin. Et si quelqu'un met l'énergie pour aller sur d'autres secteurs géographiques, alors après, il peut y avoir d'autres produits aussi, hein, il n'y a pas que la géographie pour grandir, euh, on peut pouvoir le faire. Et j'ai eu le cas typiquement d'une société qu'on a rachetée il y a à peu près 5 ans, où la société faisait 5 millions de dollars de chiffre d'affaires tous les ans, depuis 10 ans. Et la première question que j'ai posée aux dirigeants, c'est de lui dire, mais bon, pourquoi ça fait 5 millions par an, quoi? Pourquoi tu n'arrives pas à grossir? Et il m'a regardé en me disant, Eric, pourquoi je devrais grossir? Euh, donc en fait, pour lui, son problème, c'était pas de grossir. Il vivait très bien, très très bien même, hein. La société faisait 20% de rendement, enfin de résultats. Et clairement, il m'a dit, je n'ai aucune envie de grossir. Je suis très bien comme ça. Donc en fait, quand on a des réponses comme ça, on se dit, OK, le gars, il n'a pas envie de grossir, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est son choix personnel. On doit pouvoir faire quelque chose. Donc on a racheté la société. Le gars partait à la retraite, donc ça ne posait pas de problème. On a mis un nouveau manager et la première année, on a fait 30% de croissance. Donc en fait, il faut aussi voir, chercher la cause de pourquoi les sociétés ne grossissent pas ou pourquoi on peut aussi faire mieux. Pourquoi, quand je dis mieux, c'est mieux en termes de taille. Et donc c'est ça qu'on cherche en termes de choix d'investissement. Comment on trouve l'équilibre entre, donner des orientations stratégiques, et puis laisser le manager, gérer son business? Alors ça, c'est une organisation qui doit être très claire entre le manager et les actionnaires entre guillemets. Alors on peut même dire même le conseil d'administration, hein, le board comme on dit ici. Chacun a son rôle. Donc le manager, il est là tous les jours, il gère la société au quotidien et le quotidien d'une société, c'est des milliers de petits problèmes. Donc ça, c'est son rôle. Le rôle du conseil ou du board, c'est à la fois de contrôler, entre guillemets, ce qu'il fait pour être sûr qu'il n'y a pas trop de soucis, mais c'est surtout de donner des orientations, de dire, euh, on est là dans l'Illinois, dans le Wisconsin, il faudrait qu'on aille dans le Nebraska,
en Floride, je sais pas, dans différentes régions pour grossir, où on fait des palettes en bois, par exemple, puisque j'avais une société qui faisait des palettes en bois. Pourquoi on ne fait pas des containers en bois au-delà de la palette? Donc, donner des orientations de développement. Alors, c'est en général, ça se passe très très bien avec le manager. Hein. Le manager, le souci d'un manager, c'est qu'il est né dans le guidon et qu'il n'a pas toujours le temps de réfléchir à OK, qu'est-ce que je vais faire dans 1 an, dans 6 mois. L'avantage d'un board, c'est qu'on n'est pas le nez dans le guidon et qu'on a le temps de pouvoir se dire tiens, on peut faire ça, ça, ça. En plus, quand on est investisseur comme je le suis, on voit des milliers de sociétés, enfin, je vais peut-être exagérer, mais des centaines de sociétés par an. Et donc, ça donne des idées, plus des contacts qu'on a en permanence de gens qui nous disent, Eric, j'ai cette société de palettes à vendre, est-ce que ça t'intéresse? Bah oui, ça m'intéresse parce que j'en ai une. Donc, je me dis, tiens, on peut grossir en rachetant une deuxième société de palettes. Donc, nous, on a surtout un rôle d'apporteur d'opportunités au-delà de l'aspect actionnarial, comment je finance le développement, comment je finance le jour. Donc ça, c'est aussi un autre rôle dans le conseil et le contrôle. Comment ça se passe en termes d'organisation? La plupart du temps, on a un reporting entre guillemets du manager hebdomadaire ou mensuel. Et puis, on se fait une réunion mensuelle avec le manager pour voir tout ce qu'il y a. Et puis, pour l'aider aussi dans les décisions, il y a des décisions critiques où de temps en temps, il aime bien discuter avec les actionnaires ou faire un échange pour voir, OK, est-ce que j'ai ce problème qui là n'est pas un petit problème mais un gros problème, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc voilà un petit peu le rôle. Ça permet de pouvoir à la fois avoir le nez en dehors du guidon et de pouvoir gérer une douzaine de sociétés, enfin gérer, le mot est incorrect d'ailleurs, de suivre une douzaine de sociétés et d'avoir le temps de le faire. Alors je voudrais, passer à un autre sujet qui est assez connexe. Donc tu as été, donc t le métier que tu exerces actuellement aux États-Unis où tu gères donc, plusieurs fonds qui investissent dans des PME américaines. Tu as fait le même métier en France et donc tu as, géré des fonds qui investissaient dans des PME, françaises. Alors ce dont je voudrais discuter avec toi, c'est, ton point de vue sur les différences, entre, exercer ce métier peut-être en France et exercer ce métier aux États-Unis. À commencer par peut-être la partie la plus technique et la plus simple, qui est le montage. Est-ce qu'il y a des nuances importantes dans la façon dont on finance une opération? Aujourd'hui, il y a très très peu de différences sur les montages. Les Français ont pris les idées entre guillemets des Américains. Il y a une vraie différence sur la mentalité. Les Américains, les investisseurs américains sont là pour, entre guillemets, faire de l'argent. Donc, ils rachètent une société, 2 ans après, ils peuvent la revendre. Et ils n'ont aucun souci par rapport à ça. Euh, la mentalité française ou européenne, d'ailleurs, est un petit peu moins axée sur j'achète un bien. Je vais dire, même pour résumer, pour revenir sur ton aspect, ton exemple immobilier, pour les Américains, c'est j'achète un appartement, je vais jamais y mettre les pieds, je l'aurais peut-être même jamais vu, et dans 2 ans, je le revendrai parce que quelqu'un va m'en proposer un beau prix. En France, on a quand même un peu plus, on est un peu plus intéressé par l'aspect industriel, stratégie, et il y a quand même pas mal d'investisseurs en France qui gardent les sociétés beaucoup plus longtemps parce qu'ils estiment qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, qu'ils y ont un intérêt, que ça leur rapporte. C'est en train un petit peu de changer, mais on n'est pas encore à la mentalité américaine qui est, à la limite, la société est un bien que j'achète et que je revends, quoi. Et en moyenne, donc, toi, tu gardes les sociétés, en portefeuille, enfin, tu restes actionnaire de ces sociétés pendant combien de temps?
Alors, la moyenne est difficile à faire parce qu'il y a un peu de tout, mais quand je parle de cette mentalité que j'ai un peu découverte aux États-Unis, j'ai fait 2 opérations dans les au début des années 2010 avec des investisseurs américains et on a revendu en 2 ans. Ce qui a été un choc pour moi au départ, euh, parce que mon idée c'était plus j'investis et on se prend 6, 7 ans, 8 ans pour bien développer, euh, bien faire grossir, faire une société belle entre guillemets ou plus belle qu'avant. Euh, les investisseurs avec qui j'étais, c'était Eric, on a une super offre, on va vendre. Voilà. Donc c'est la moyenne est difficile à dire, mais on va dire pour un investisseur. Après, on a notre aspect parce qu'un fonds d'investissement c'est aussi une société qui a besoin de sortir des résultats. Donc il faut arriver à sortir des résultats et on va dire dès qu'on dépasse 8 ans dans une société, ça pèse sur le résultat du fonds d'investissement. Et là, c'est un peu dur. Mais bon, après, donc ça peut s'étaler entre 2 et 10 ans, quoi. Quid des entreprises et des entrepreneurs? Qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce qui te marque encore en ce qui concerne peut-être les différentes mentalités des chefs d'entreprise ou les différentes façons de faire entre les sociétés qu'on voit en France et celles aux États-Unis? Je pense que la vraie différence, c'est cette mentalité de grossir, 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 toujours. Alors, donc je parle pas là d'une société familiale, je parle d'une société avec un manager. Quelle est la mentalité des managers? Alors même dans les sociétés familiales, hein, il y a quand même des gens qui ont cette mentalité-là. C'est toujours trouver le moyen de faire quelque chose de plus, de mieux. C'est quelque chose qui est permanent, qui est très dynamique. Je pense qu'en France, on est un peu plus calme, entre guillemets, par rapport à ça. Ici, ça va dans tous les sens en permanence. Il y a des idées qui naissent et qui sont mises sur la table toujours. Il y a des même les managers que l'on voit avec lesquels on travaille, ils ont leur ils proposent eux des choses en permanence pour développer. On peut faire ça, on peut faire ça. Donc je pense que ça c'est une vraie différence sur l'aspect, c'est l'aspect dynamique des États-Unis. C'est la mentalité américaine. Hein, c'est toujours plus gros, toujours plus loin, toujours plus fort. Quoi. Donc c'est pour moi c'est le vraie différence. La, peut-être la deuxième différence c'est on avance, on avance, on avance. C'est-à-dire que en France, on a tendance on a des idées aussi, il y a du développement, etc. Mais on se pose toujours plein de questions sur on va réfléchir au projet, on va imaginer tous les cas possibles. Donc on va se poser plein de questions avant de finalement prendre la décision. Les Américains raisonnent complètement différemment. C'est j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire, et en marchant, on verra bien ce qui se passera. Et moi, j'ai eu le cas au départ, j'étais pas habitué à cette mentalité, hein, puisque j'ai quand même fait 20 ans en France. Et je me souviens d'un cas au tout début où on était dans une société, on étudiait un projet d'investissement, et je dis lors du board, je dis mais bon, est-ce qu'on a prévu ça, 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 et qu'est-ce qui se passe s'il arrive ça Et ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit Eric, mais on va pas prévoir tous les cas possibles, on verra bien. L'essentiel, c'est on y va. Donc ça, c'est la vraie différence. C'est j'y vais et puis il y aura des problèmes, oui, on trouvera une solution. Et je dis, je mentionne souvent la mentalité américaine. C'est il y a ce fameux film Apollo 13 qui est la fusée qui a eu pas mal de soucis quand elle était. Et dans le film, à un moment, donc la capsule est en danger entre guillemets ou a des problèmes techniques. Et donc, les gens de Houston se retrouvent en se disant, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le manager de Houston, il dit à toute son équipe, voilà tout ce qu'ils ont dans la capsule. Donc, vous mettez tout sur la table et il met tout, on voit dans le film, hein, il met tout sur la table, tous les équipements qu'ils ont. Et il dit à son équipe,
Ils ont tout ça, il faut qu'on trouve une solution avec ça. Et ça, c'est la mentalité américaine. C'est-à-dire qu'il y a un problème ou il y a un projet, euh, on avance, on trouve une solution et on développe tout ça. Donc c'est très rapide. Je pense que l'aspect rapidité américaine, qui est souvent mentionnée un peu de partout, elle est réelle dans la vie économique du pays. Ah, moi, je suis totalement d'accord. J'ai vécu, la même chose, moi-même, des dizaines de fois et effectivement, je me suis retrouvé dans des situations où, je disais: «Mais ça marchera jamais». Il fait: «Bah, c'est pas grave, tu feras marcher». Donc ça me parle. C'est comme ça qu'on fait un podcast, sur, l'expatriation aux États-Unis, en disant: «On verra bien». Est-ce que tu as des conseils ou des bonnes pratiques pour se faire connaître? Donc moi, en fait, le vrai point très très important, et probablement plus important qu'en France, c'est qu'il faut faire du réseautage, hein, de networking, comme on dit ici. Et la vraie différence, puisqu'on parle de différence, là, c'en est encore une, c'est que le réseautage aux États-Unis, ça paye très fortement. Et quand je dis ça paye, c'est-à-dire que les gens comprennent très bien que on aille dans un événement X ou Y pour aller discuter, se présenter, donner sa carte de visite, et les gens sont très ouverts aux gens qu'ils ne connaissent pas. Voire même, ils préfèrent à la limite rencontrer quelqu'un de nouveau que de parler toujours avec la même personne qu'ils ont déjà vue 10 fois ou qu'ils connaissent depuis 20 ans. Ça, c'est une vraie différence avec la France. Le réseautage en France, très difficile. Pourquoi? Parce que quand on va dans un événement en France, les gens se parlent entre eux. Si on ne fait pas partie du milieu, entre guillemets, les gens se connaissent. C'est très difficile de rentrer. Alors, moi qui viens d'une ville euh, de la de province, c'est encore plus vrai en province. C'est très difficile de rentrer dans les réseaux. Aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. Et comme je dis souvent, quand on va dans un événement, il faut arriver avec sa cinquantaine de cartes de visite parce que ça va distribuer. Il faut donner à tout le monde. Et derrière, on va récupérer tout un tas de dossiers. Et moi, quand je suis arrivé en 2008, je connaissais personne, hein, quasiment ici. J'ai passé mes 5 premières années à ne faire que du networking, beaucoup, beaucoup de networking. Aujourd'hui, j'ai un réseau où j'ai 50% de ce qu'on appelle le deal flow dans notre métier, c'est-à-dire d'opportunités qui me vient de gens que je connais plus pas, mais qui ont eu mon nom par quelqu'un d'autre. Ce qui n'était pas vrai à l'époque. À l'époque, j'allais partout pour récupérer, trouver des opportunités. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire quand on veut s'implanter aux États-Unis, que ce soit dans mon métier ou dans n'importe quel autre métier, c'est faire du réseautage, se faire connaître, parce que les États-Unis, ça fait rêver, c'est un gros marché, c'est vrai, mais c'est un marché très compétitif. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres, beaucoup de compétiteurs dans n'importe quel domaine où on est. Euh, Votre client potentiel va avoir des dizaines de choix. Et donc, pour faire la différence, il faut communiquer, il faut sur tous les aspects. Très important de, se, de se faire connaître et d'entretenir cette connaissance en permanence. Ouais, non, mais je confirme, c'est assez amusant pour nos auditeurs. Aux États-Unis, réseauter, c'est un verbe actif, mais on peut prendre contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et dire littéralement: «Bonjour, je voudrais réseauter avec toi» et la personne dit: «Parfait», Mm. parce que c'est dans les mentalités. On n'a pas besoin de chercher une excuse, on a un cousin en commun ou un centre d'intérêt en commun pour échanger. Alors, je voudrais parler un petit peu de l'actualité. Et il y a 2 sujets, sur lesquels j'aimerais avoir ton point de vue, qui sont un peu connectés. Le premier, c'est donc, la crise liée au coronavirus, heu, qui fait que, l'économie américaine, je crois, est officiellement en récession depuis, le mois de février, je crois que c'est sorti récemment. Mais récession ou pas, on est, en période de crise. 2 questions. Comment toi, tu navigues cette crise avec tes entreprises? Et la deuxième, quels conseils, si jamais tu en as, pour, les entrepreneurs français qui sont, eux-mêmes soumis à cette crise? Alors, sur la première question, en fait,
dès qu'on a senti les premiers sursauts en fait de la crise, qui à l'époque n'était qu'une crise, enfin au départ n'était qu'une crise sanitaire, hein, mais qui euh, tout de suite a montré que ben il y allait avoir une crise économique derrière forcément, parce que en arrêtant l'économie, c'est difficile d'éviter une crise économique. Donc la première chose qu'on a faite dans toutes les sociétés, ça a été, on a regardé deux choses. Un, quel va être l'impact sur notre chiffre d'affaires, sur notre activité, de ce qui est en train de se passer et de ce qui peut se passer dans les prochains mois. Donc, sur la douzaine de sociétés, l'impact est complètement différent. Il y a des sociétés qui sont totalement touchées parce que elles fonctionnent. J'ai une société qui ne vend que aux hôtels et restaurants, donc forcément, avec toutes les fermetures, on savait que ça allait tomber. Donc, on est à moins 70% d'activité. Donc ça, et puis il y a d'autres activités, produits vétérinaires pour les porcs. Alors il y a eu une petite crise sur le porc à un moment à cause des fermetures de fabrication de produits à base de porc, mais la production de porc elle a continué, donc l'activité n'a pas trop souffert. Et puis j'ai une société qui vend des produits pour gérer le parc d'équipements quand on travaille en dehors du bureau. Donc forcément ça marche bien aussi. Donc il y a eu un peu de tout. Donc ça, première chose, on a regardé partout quel va être l'impact sur l'activité et donc quelles sont les mesures à prendre pour survivre, entre guillemets, cet aspect baisse d'activité s'il y a baisse d'activité. Donc ça, c'était première chose. Deuxième chose, critique dans toute crise, c'est quelles sont les ressources financières qu'on a. Est-ce qu'on a suffisamment de cash et de liquidité pour tenir 3 mois, 6 mois avec des baisses d'activité très fortes. Donc on a géré tout ça en même temps. Euh, je pense que l'essentiel des auditeurs vont avoir entendu parler de ce qu'on appelle le PPP. Donc ça a été le programme américain d'aide aux entreprises. Donc la plupart des sociétés ont récupéré de l'argent de l'État américain qui permet de tenir tout ça. Et donc aujourd'hui, dans cette crise-là, les sociétés, en tout cas les miennes, ont quasiment toutes les moyens de tenir la crise. Et puis en même temps, et là on reparle de l'efficacité américaine, la plupart ont des plans pour encore diminuer, on va dire, les structures si jamais la crise dure longtemps. Donc on parlait de rapidité américaine. La rapidité, elle se gère aussi, elle se voit aussi dans la gestion d'une crise. Donc dès que la crise est arrivée, il y a eu tout un tas de plans mis en place, des plans de licenciement décidés, pas mis en place parce qu'il y a eu des financements de l'État américain, mais qui sont là. Et puis là, on est toujours en train de voir comment on va adapter les structures si jamais la crise dure 2 ans ou 3 ans. Donc ça, c'est un aspect important de la gestion de crise. Voilà. D'accord, donc le conseil, c'est d'agir vite et aussi d'être, capable de s'adapter et d'être plus souple, même en termes de taille, si besoin. Ouais. D'accord. Alors, toujours, sur l'actualité, de l'extérieur, il semblerait que, la réponse, des États-Unis à la crise sanitaire a été, peut-être l'une des plus mauvaises dans le monde développé. Ces jours-ci, au moment où on enregistre, le podcast, en tout cas, on voit des manifestations, quotidiennes, quasiment quotidiennes, contre le racisme et on découvre peut-être un racisme, profond qui existe ou qui existait aux États-Unis. Hem Et je sais que quand j'échange avec des Français, de France, certains me disent: «Bah, ça fait pas rêver». Et donc, je voudrais avoir ton point de vue. Est-ce que tu crois que les États-Unis vont continuer à faire rêver ou est-ce qu'on assiste au début du déclin de l'Amérique? C'est pas forcément un déclin où tout va moins bien, quoi. Les États-Unis vont quand même toujours bien et ils perdent leur leadership, ça c'est sûr, mais ça reste quand même par rapport à beaucoup d'autres pays, un pays innovant, qui a des capacités très fortes. On parlait de souplesse tout à l'heure et qui est tout en train de regarder devant. Donc il y a cette mentalité-là
qui ne disparaît pas et qui ne disparaîtra jamais parce que c'est une mentalité qui est née de l'origine, entre guillemets, en tout cas dans les 200 ou 300 dernières années, des gens qui ont fait ce pays. Donc ça ne bougera pas. Après, c'est un pays qui a plein de problèmes, ça c'est sûr, mais est-ce que ça peut toujours faire rêver? Je pense que pour un individu, oui, ça peut faire rêver. En tout cas, moi, par exemple, beaucoup de gens me demandent: «Est-ce que tu vas retourner en France?» Je dis: «Non». Je suis beaucoup plus à l'aise aux États-Unis, que je ne peux l'être en France. Donc, je pense qu'à un niveau individuel, on peut vraiment rêver de faire plein de choses aux États-Unis parce que c'est un pays de liberté, parce que c'est un pays d'opportunité et c'est un pays où on peut vraiment créer quelque chose, se développer selon ce qu'on a envie de faire. Après, qu'en termes global, il y ait plein de problèmes, oui, c'est sûr. Parfait, c'est très clair. Écoute Eric, on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Donc déjà, tout d'abord, je te remercie infiniment pour ton temps et tes perspectives. Si, quelqu'un qui écoute ce podcast, souhaitait te contacter, quelle est la meilleure façon de te joindre? La meilleure façon, alors j'ai un site web qui est www.pic.us.com. Donc là-dessus, il y a un petit peu le, le sommaire, entre guillemets, de ce dont on a discuté. Et puis après, je peux donner mon adresse email pour les gens qui souhaitent l'avoir. Donc c'est epoui2ly at pic.us.com. Super. Merci beaucoup Eric. Merci beaucoup, Romain. Merci d'avoir suivi Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co. Ça s'écrit ICHBIAH.co.